Ça faisait un prodigieux spectacle, les monticules de Camelot autour de Titus. Tout demandait qu'à retomber. Ça dégringolait pour des rien, ça s'effondrait par avalanche, par vallon, par trombe de quincailles, à travers les voitures d'enfants, les cycles de dames, toutes les vaisselles et les bibelots, les chinoiseries, ça s'écroulait par tonnerre, basculait au loin les matelas, les oreillers, couvertures, de quoi recouvrir les 14 docks, des tombereaux de paniers à bouteilles, des hécatombes abominables, des pyramides de chapeaux de forme, des éventails pour 1000 tropiques, à défriser les aquilons, à rebrousser tous les vents du nord, une telle muraille d'édredons que si ça s'écroulait sur vous, c'était la mort sûre et certaine par pamoison doucereuse, le coma sous plume. Titus, lui, se trouvait bien à l'aise au creux de l'énorme cafouillis, au cœur du négoce, en plein cratère tohu-bohu. C'est là qu'il se sentait en pleine forme, en raison d'être, en plein sanctuaire derrière son globe, sa lampe à eau. Fallait le voir un peu à l'action. Il n'avait pas son pareil pour navrer le client, pour lui faire perdre toutes ses astuces. Rien qu'à lui défaire son paquet, la façon de soupeser la chose sous l'abat-jour, la guipure, le service à thé, la frêle rousselette, le hochet chéri, comment il dépréciait d'articles, juste à souffler dessus, que ça valait plus rien du tout, que c'était plus qu'un vil déchet, un pet de lapin, que c'était déjà une merveille que lui, le Titus en personne, si difficile, si délicat, il consente à s'intéresser à une si toque minime camelote, un infime crasseux rogadon que ça valait pas la ficelle. Il se faisait jouir à la balance, la façon de tapoter le plateau, que ça pesait rien, vraiment rien, 2 pichenettes, et il écoutait le son de la pauvre chose, la cafetière vermeille, vraiment, ça valait rien du tout. Il interrogeait la personne, sourcilleux comme ça, combien elle voulait. Bien sceptique, il remontait un peu son turban, il se grattait la tête. Il n'entendait pas les réponses. Il était défendu des phrases par son appareil acoustique. Il le sortait à ce moment juste dessous la table. À la fin de la discussion, au veto final, son cornet de grande surdité, il clignotait, louchait, sifflait. Il n'en croyait pas ses gros yeux, tellement qu'elle exagérait la personne naïve. Se toupait. Il offrait encore son cornet. Il voulait encore entendre ça. Le chiffre effroyable, offusqué, pas possible. Il n'en croyait pas son oreille. Il élevait un peu les paupières pour rendre son arrêt. Son offre, le 10e, et encore, et peut-être. D'abord une thune, et puis voilà, et puis c'est tout. À prendre, à laisser. Il brusquait le dénouement du drame. À plus un mot, plus un soupir. C'était pas la peine d'insister. Il se renfonçait dans sa bergère. Il se ramassait dans ses houppelande, rebaissait son turban sur ses yeux. Il voyait plus rien. On le voyait plus. Il faisait sombre chez lui, presque noir, sauf la lampe à globe sur la table qui donnait une espèce de lueur en verre d'aquarium. Jamais on n'ouvrait les persiennes, sauf un moment avant le dîner pour le ménage à Delphine, quand la gouvernante arrivait, sa governess. Elle voulait pas un autre nom. Call me Delphine or governess, but not your maid. I am not your maid. Appelez-moi Delphine ou votre gouvernante, mais pas la bonne. Je ne suis pas. Dès que vous arriviez, elle vous prévenait illico de son rang dans la maison, qu'il n'y ait pas de méprise de votre part. Dès le premier bonjour, qu'elle n'était pas maid, governess, et sur le ton sans réplique. 20 ans que ça durait. Elle se surmenait pas au ménage, c'était impossible chez Claben. Elle déblayait le milieu des pièces, elle rempilait les monticules, elle retapait les vallons, qu'on puisse à peu près se faufiler.
trouver la sortie. Clapham parlait pas beaucoup, je veux dire avec ses clients. Il tenait à son genre de mystère. Il se disait des choses à lui-même, comme ça, en plutôt yiddish. Fallait qu'on le comprenne à mi-mot. Il était bluffant au début avec sa casaque de pacha, ses énormes bouffons jaunes et mauves, sa tête de pierrot à bajoux, son turban sur les 3 hauteurs. Il interloquait. Il esbrouffait bien les timides. Il tenait pas le crachoir. Tandis que Delphine, l'opposé, c'était des clameurs perpétuelles, du monologue à plus finir, les circonstances de rien du tout, c'est démêlé aux commissions dans la rue, dans les boutiques, avec les personnes arrogantes qu'on y avait montées sur les pieds, de ci, de là, un peu partout, dans les tramways, dans les bus, la susceptibilité même. Elle allait faire ses commissions jusque dans le centre, jusqu'à Sceaux, en même temps qu'elle louait ses places. Il lui fallait son théâtre au moins 3 fois la semaine. C'est dire qu'elle suivait de près le mouvement. Ah, pas comme une boniche du tout, comme une véritable lady, comme une governess. Quelquefois, pas très souvent, il lui prenait des coups d'absence. Elle restait une semaine dehors. Elle revenait zébrée, tuméfiée, des marbrures sur tout son visage. Elle s'était colletée, bagarrée avec des voyous. Sa toilette en loques, et elle avait bu tout le pognon. Toute sa pension d'ex-professeur, tous ses gages de chez Clapham, plus encore un petit bout de pécule qui lui venait d'une tante. Elle avait dû démissionner de l'enseignement par 3 fois de suite. On l'a su, comme ça, peu à peu, à cause des scènes de grande violence qu'elle faisait à ses élèves pour un oui, un non, des sautes terribles de caractère. Beaucoup plus tard encore, elle avait compris sa vraie fibre, sa vraie vocation, son drame. Elle racontait tout ça fort bien à tous ceux qui voulaient l'entendre, et même aux autres qui y tenaient pas. Elle leur faisait voir un petit peu ce qu'elle possédait comme instruction, et puis surtout comme sentiment, comme émotivité, comme fibre. Ah, c'était pas ordinaire.